Bonjour messieurs. Salut Simon. Merci de m'accueillir dans vos bureaux. Avec grand plaisir. Vous êtes Thomas Tissot et Benjamin Roland, est-ce le cas? C'est bien ça. C'est bien ça. Après ça, d'être à l'administration française, c'est confirmer votre identité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux faire une nom là? Vous mettrez vos cartes d'identité sur la table. Ouais. Vous êtes deux des trois cofondateurs de l'agence Tirefest, qui est une agence social media. Et donc je viens de spoiler ma première question, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait Tirefest et comment vous avez trouvé ce nom très stylé? Yes. Vas-y. Pour ce qu'on fait, du coup, on est une agence social media spécialisée du coup dans la création de contenu, community management pour les marques de l'agroalimentaire français. Et ce nom, en fait, c'était plus un... Il n'y a pas de sens particulier. Ça se retient. Ouais, mais exactement pour ça. En fait, on avait fait un Excel avec tous les noms qu'on trouvait cool. Et je pense qu'il y avait un côté un peu provoque de vouloir avoir un nom d'agence qui sort du lot. Et en fait, c'est un peu devenu notre signature d'avoir ce nom-là. Et je trouve que c'était un peu notre meilleur moyen de communication. Ouais. Parce que quand on a commencé, on était du coup tous les trois. Et dès qu'on arrivait dans des appels d'offres, dans les bureaux, etc., que tu annonçais Tirefest avec notre logo très sympa, du coup, direct, on était retenus et c'était très cool. Ouais. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait imaginé que cette jolie paire de fesses finirait en néon de 1 mètre sur 1 mètre dans l'entrée de nos bureaux. Et je sais pas si on aurait choisi ce nom-là, si on avait projeté qu'on serait presque 40. Peut-être. Après, je sais pas. C'est assez cohérent avec notre ADN et notre culture à tous les trois. Donc je pense que si ça n'avait pas été Tirefest, ça n'aurait pas été très loin, je pense. Mais voilà. Ça marche, ok. Ma question provoque. Les médias sociaux, ça marchait dans les années 2010, non? Sous-entendu, ça ne marche plus. Ça marchait bien à l'époque, ça marche toujours très bien. Sinon, on serait pas là. Mais ouais, après, c'est sûr que par contre, l'écosystème et le paysage a changé. Ouais. La manière les plateformes sur lesquelles on communique en 2010, TikTok n'existait pas, Instagram en était à ses débuts. Donc l'environnement a beaucoup évolué et même sur chacune de ces plateformes, il y a plein de choses qui ont changé. Mais par contre, ça prend encore plus de place aujourd'hui que ça n'en prenait il y a 15 ans. Ouais. Putain, 15 ans. Et même nous, on le voit chez nos clients dans la place que ça prend en termes de budget de communication, etc. Donc non, ça ne fait entre guillemets que prendre de l'ampleur. Ouais, on était à une conférence de TikTok qui montrait aussi la différence. Je pense qu'on était avant à l'époque un peu très social, etc., très conversationnel. Là, on commence sur sur de la recommandation, etc. Donc même, je pense, le côté social media a pas mal évolué. Je pense que là, on est un peu sur une nouvelle ère, donc c'est intéressant. Et je pense que le sentiment un peu de repartir un peu de zéro, ouais. c'est cool. Ok, cool. Et le fait de vous spécialiser dans la food, c'est un truc qui est arrivé assez tôt dans votre esprit. C'était assez clair que vous alliez aller là-dedans, ou vous vous êtes dit on va faire des réseaux sociaux global, et en fait la niche de la food s'est faite un peu toute seule? Il y a deux choses. Je peux en parler parce que ça c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas dire que j'ai été moteur, mais en tout cas j'ai mis le sujet de discussion sur la table. Le premier, c'est qu'en réalité, il y a une vraie appétence pour le sujet. C'est-à-dire que Benjamin et Glenn aiment bien ça. Glenn shootait déjà des marques food avant qu'on crée Tirefest. Enfin, tu vois, et donc il y avait quand même un historique et une appétence pour le sujet. Après, il y a eu aussi des considérations d'ordre un peu plus pragmatique. La première, c'est notre implantation géographique. On est basé à Rennes, en Bretagne qui historiquement est quand même le territoire de l'agroalimentaire. Enfin, je crois que la Bretagne nourrit, je sais plus, j'ai plus la stat en tête, mais peut-être 70% des Français, un truc comme ça. La production agricole de la Bretagne nourrit une grosse partie de la population française. Donc on a beaucoup aussi de très beaux acteurs dans la région. Et le deuxième truc qui a été déterminant aussi, c'est l'analyse de notre portefeuille client au bout d'1 an et demi, je crois, d'activité. J'ai regardé nos clients, j'ai fait le ratio, j'ai dit les gars, il y a quand même beaucoup de boîtes agro dans notre portefeuille client à date, est-ce qu'on n'appuierait pas sur ce truc-là, quoi? Et en fait, de cette analyse-là, a en partie découlé la décision de se dire on va se spécialiser là-dedans, on aime bien le faire, on a déjà des belles références, il y a encore plein de belles boîtes avec lesquelles on ne bosse pas sur le territoire qu'on pourrait aller chercher. Et donc, par contre, une fois qu'on a fait ce choix-là, ça a drivé pas mal de choses. Ça a drivé la manière qu'on a de communiquer, ça a drivé la manière dont on a structuré l'agence, ça a drivé la façon dont on a construit nos expertises, et voilà. Très cool. Ça s'est fait. On en a parlé en amont parce qu'en effet, moi, mon sujet c'est le e-commerce. Vous me disiez que vous n'avez pas tant que ça de marque e-commerce en proportion de tous vos portefeuilles. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans la communication que vous allez créer pour des marques qui ont du e-commerce très direct avec de la vente de produits sur Internet,
et des clients qui ne font pas de e-commerce? Est-ce que vous avez une approche différente ou finalement, fondamentalement, c'est un peu la même? Je pense qu'on ferait la même si on bossait pour principalement des marques e-commerce. Je pense qu'on a toujours un peu cet objectif de amener les gens en rayon. Et je pense que c'est la même chose que amener quelqu'un sur un site web. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'on ne crée pas des contenus qui sont dédiés à la mise en avant du produit. On a vraiment ce côté, cette approche. Et je pense qu'on est presque en étape 1 de comment on va créer un lien avec le produit avant de le mettre en avant. Et après, c'est logique quand tu es en rayon, quand tu tombes dessus, tu te dis trop bien, j'ai envie de l'acheter. Parce que versus tous les autres marques, c'est celui-ci que j'ai vu passer. Voilà, on travaille beaucoup sur la préférence de marque. Je trouve qu'il y a vraiment, aujourd'hui on le voit, mais les rayons de supermarché, il y a tellement de diversité qu'on a un gros job de faire en sorte que quand la personne est devant le rayon, elle se dise c'est cette marque que j'ai envie d'acheter. Ouais. Et je pense que c'est la même chose en e-commerce. En fait, votre taf, c'est de donner envie en fait, aux gens de s'intéresser aux produits et après l'achat se fera naturellement. Ce qui change, c'est qu'on est sur des appels à l'action qui sont moins directs. Tu vois, faire passer quelqu'un d'Instagram à un site marchand, un site e-commerce, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct. Donc tu peux te permettre aussi d'être plus direct dans ta communication. Nous, notre enjeu, c'est comme le disait très justement Benjamin, c'est de créer un lien fort, le plus fort possible avec la marque, pour que quand la personne se retrouve dans le rayon, ce soit effectivement une évidence pour elle. On est moins en capacité d'influencer directement le comportement d'achat. Il y a un temps de latence entre le moment où les gens vont voir le contenu et le moment où ils vont acheter le produit, que tu as moins quand tu es sur une logique de conversion en ligne. Et donc ça implique de faire le travail un tout petit peu différemment. Mais c'est intéressant parce que les réflexions que ça appelle et que ça amène, je pense qu'elles sont aussi pertinentes pour des marques e-commerce. Cette notion de émergence et 2 préférence de marque, c'est aussi des sujets sur lesquels les marques e-commerce doivent se positionner, quoi. Et quand on travaille avec une agence comme la vôtre, qui est expert des réseaux sociaux, on se demande toujours, ok, quel est mon retour sur investissement, qui est un peu différent entre guillemets avec nous. En gros, nous on est censé faire des sites et accompagner les sites, et en gros c'est est-ce que le site il convertit bien, il convertit pas bien, donc c'est assez binaire entre guillemets. Il y a plein de paramètres, mais voilà. Comment aujourd'hui vous présentez quels sont les KPI, les résultats que vous présentez à vos clients pour savoir si votre taf il a bien fonctionné, etc. C'est une vraie question parce que, dans le sens où moi je sais pas vraiment exactement comment on peut évaluer ça, et j'imagine qu'on vous pose souvent la question de ok, je vais dépenser X chez vous, mais comment je peux m'assurer que le travail qui va être fait sur les réseaux sociaux, mais d'ailleurs que ce soit pour vous mais pour quelqu'un qui va le faire en perso, tu vois, qu'est-ce qu'on peut estimer comme étant des bons résultats et comment on le mesure? Déjà juste pour rebondir sur ce que tu dis, il y a effectivement un vrai sujet, mais c'est pas vrai que de nous, hein, c'est aussi vrai des médias traditionnels. Ouais, carrément. Il y a une forme de boîte noire qui se joue au niveau du distributeur, et donc l'attribution est très compliquée. Mais c'est aussi vrai si tu fais une campagne en télé. La différence majeure étant que quand tu fais une campagne en télé, tu vas prendre la parole souvent sur une période de temps relativement courte. Et donc potentiellement, tu peux être amené à faire une corrélation entre tes sorties de caisse, donc tes ventes ou l'évolution de ton chiffre d'affaires, et le moment auquel tu as communiqué, sous réserve que l'évolution elle soit franche, marquante, mais encore une fois, c'est des suppositions. Tu vois, tu fais une corrélation, mais il y a une différence entre corrélation et causalité. Tu vois, c'est un peu le sujet. C'est pour ça que nous aussi, on a un enjeu à définir des indicateurs de performance qu'on peut traquer directement, qu'on peut suivre en temps réel et surtout sur lesquels on va essayer d'aller mesurer l'évolution de ces indicateurs de performance-là. Et donc là, ça va être toutes les métriques qu'on a in-app en fait, qu'on va pouvoir suivre. Oui. Nous, majoritairement, ça va être la croissance, de l'engagement. Qu'est-ce que tu appelles la croissance? Croissance du nombre d'abonnés, la communauté. Okay. L'engagement. Tous les indicateurs relatifs à la notoriété, la visibilité, est-ce qu'on est vu, donc le nombre de personnes qu'on va toucher, le nombre d'impressions qu'on génère, et après on va avoir des métriques qui sont un petit peu plus qualitatives aussi, et là c'est des choses qu'on va mesurer à l'échelle du contenu, qui vont être le hook et le hold rate dans le cas d'une vidéo par exemple, donc c'est-à-dire tous les gens qui ont été exposés à notre vidéo, quel est le pourcentage de personnes qui sont restées à 3 secondes, quel est le pourcentage de personnes qui ont consommé la vidéo à 100%, qui sont pour nous des marqueurs forts, en particulier sur des plateformes où la volatilité est hyper élevée. Parce qu'on le sait, tu es à un swipe du contenu d'après. Et donc, nous, ce qu'on va évaluer, c'est la capacité qu'on a en tant qu'agence à créer des contenus qui font que les gens restent, et les gens restent le plus longtemps possible. Parce que c'est là aussi qu'on va réussir à travailler sur ce que Ben évoquait tout à l'heure, qui est la préférence de marque, la mémorisation, parce qu'il y a une différence entre avoir été exposé à un contenu et l'avoir vraiment consommé. Et nous, c'est un peu notre cheval de bataille depuis quelques années aussi, qui est qu'il y a beaucoup d'agences dans notre écosystème qui vendent de la puissance et donc des impressions,
mais c'est très facile à avoir. C'est du pay-to-play. En gros, si tu es prêt à payer, tu peux avoir des dispositifs très puissants, mais ça raconte qu'une partie de l'histoire. Parce que pour moi, c'est la différence entre être vu et est-ce que le consommateur il a passé du temps avec ta marque, quoi. Complètement. Et en petit complément, du coup, ce qui est intéressant, c'est chacune de nos marques qui, du coup, font des enquêtes aussi en rayon. Donc, derrière, cool. en fait, comment vous nous avez connus Ouais, exactement. Et en fait, typiquement, je trouve que c'est un peu notre meilleur case study, c'est Armor Dalis, où en fait, ils ont fait le choix de mettre tout leur budget en social media pour tester, pas de télé, etc. Et en fait, ça fait 3 ans, les accompagne. Et en fait, au départ, avant qu'on bosse avec eux, ils n'existaient pas du coup dans les préférences, etc. Ils n'étaient pas référencés. Le classement, entre guillemets, par rapport à leurs concurrents, ils étaient 5, 6e, je crois, comme ça. Et du coup, en fait, en 3 ans, ils sont passés dans le top 3, juste avec du social media. Donc ça montrait aussi que ça avait de l'impact, ce qu'on a pu mettre en place. Et c'est d'ailleurs des réflexions pour capitaliser un peu là-dessus, parce que forcément, c'est une question qui est ultra légitime, que tous les annonceurs se posent de manière, comme je le disais, très très légitime, et ils doivent se la poser. La question que nous, on se pose, c'est comment on peut être beaucoup plus acteur de ce truc-là. C'est-à-dire comment nous, on peut demain être en capacité, soit de s'équiper d'outils qui vont nous aider à mesurer l'impact au-delà de ce qu'on traque comme métrique à date, soit être aussi parfois à l'initiative d'études de retombées et d'impact pour le compte de nos clients, parce que nous, on est convaincus de l'importance de ce qu'on fait et de l'impact que ça peut avoir, mais comment on se dote aussi des bons outils pour le prouver, quoi. Complètement. Donc, et c'était une de mes questions, tu as évoqué la croissance, et je t'ai demandé ce que c'était le nombre de followers. Est-ce que ça, c'est toujours un indicateur clé qu'il était, en effet, peut-être il y a des années? Est-ce que c'est toujours le cas? C'est-à-dire, c'est la vanity metrics de j'ai tant de followers, mais est-ce que vraiment ça représente le succès de ta marque? Ça l'est moins à mon sens, parce que le fonctionnement des plateformes a un peu changé. On a beaucoup parlé des... En fait, Ben évoquait tout à l'heure les changements successifs d'ère et de période. On a connu une période où ce qui était clé, c'était la connexion, donc le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que les gens ne voyaient dans leur feed que les contenus des marques ou des personnes auxquelles ils étaient abonnés. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout le cas sur TikTok, ce qui l'est moins que ça ne l'a été à une époque sur Instagram, parce que les plateformes sont globalement plutôt toutes passées sur le modèle ce qu'on appelle l'Interest Graph. Donc je vais te montrer des contenus qui sont liés au centre d'intérêt que tu as exprimé et moins liés aux marques que tu suis, aux comptes auxquels tu t'es connecté. Donc c'est une métrique qui est moins importante, et c'est aussi en partie pour ça que nous, ce qu'on regarde, c'est aussi beaucoup le taux d'engagement. C'est de se dire, les contenus qu'on produit, est-ce qu'ils génèrent des réactions auprès des gens qui y sont exposés. Mais souvent, c'était un peu la vanity metric pour faire plaisir à la direction, d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Et où c'était un truc qu'on nous demandait à l'époque, c'était je veux dépasser mon concurrent. Il y avait presque ce truc de ça fait plaisir à la direction qu'on soit au-dessus d'un concurrent. Et en fait, aujourd'hui, on calcule vraiment, notre focus, c'est le taux d'engagement et ou critical rate. En fait, moi, quand on imagine un contenu, c'est faire en sorte qu'on crée un moment fort et qu'on crée un souvenir. On le voit, les pubs à l'époque qui marchaient à la télé, etc. C'est des trucs qui nous restent en tête. On doit faire la même chose sur les réseaux sociaux, où dans un monde où il y a tellement de contenu, notre objectif, c'est de créer un souvenir, et ça passe par les codes de la plateforme. On n'est plus sur des énormes productions, on est juste sur une bonne idée qui est poussée au bon timing et aux bonnes personnes, quoi. Pour te dire, juste, je pense que ça peut permettre de clôturer cette question des KPI, mais nous, ce qui est chiant, c'est qu'on a volontairement des partis pris qui sont assez forts, qui nous demandent de faire beaucoup de pédagogie auprès de nos clients. Et encore une fois, parfois dans des contextes où on valorise des trucs que nos concurrents ne valorisent pas. Donc, il faut qu'on explique pourquoi on choisit de valoriser ce truc-là plutôt qu'un autre, etc. Mais même nous, dans les indicateurs qu'on a en interne sur la mesure de la performance, depuis le début de l'année, on a défini un indicateur interne parce qu'on estime que c'est celui-ci, c'est de se dire on doit faire à minima... on estime qu'un contenu a bien marché s'il fait 1% d'engagement par rapport au nombre de vues générées. Donc, c'est-à-dire qu'un contenu qui fait 100 000 vues doit faire 1000 likes, 1000 interactions. Tu vois. 1000 commentaires. Mais ça, c'est un benchmark interne. Mais c'est pour te dire à quel point on est bullish sur ce truc-là. C'est que quand bien même on ferait beaucoup de vues, mais si on génère peu d'engagement, on estime
qu'on n'aura entre guillemets pas forcément rempli notre mission. contrat, quoi, la mission. Et donc ça t'aide aussi à préciser un peu comment nous on C'est simple de mesure. faire des vues. En fait, plus tu mets d'argent sur le contenu. Encore une fois, c'est pareil, c'est une métrique, tu peux l'acheter, quoi. Donc en fait, un mauvais contenu, il peut. Et tu peux distinguer les vues que tu as en organique et celles que tu as grâce au paiement. Bah, nous, on l'a en back-end. Quoi. De notre côté, on voit, c'est une métrique que nous sort la plateforme. Mais c'est pas visible de l'extérieur et c'est aussi une partie du problème, c'est-à-dire que si tu t'arrêtes à cette métrique là, tu vas aller voir ce que font tes concurrents, tu dis putain machin il fait 2,5 millions de vues, bah ouais mais il a fait 350 likes, donc en fait ces vues il les a achetées, et l'engagement par contre c'est beaucoup plus compliqué à acheter, et c'est ce que disait Ben, c'est tu peux faire beaucoup de vues avec un contenu de merde si t'es prêt à payer pour le faire. Par contre, tu peux pas forcer les gens à interagir avec ce contenu-là. En particulier quand, et c'est l'étape d'après, c'est une forme d'analyse du sentiment, parce que tu peux aussi avoir des interactions mais qui sont négatives, c'est-à-dire que tu as fait un bad buzz en gros, quoi. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de se dire, ok, non seulement nos contenus sont vus, donc ils sont diffusés, en plus ils suscitent des interactions, et ces interactions-là sont très 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 majoritairement positives. Et si on a réussi à cocher ces 3 cases-là, bah bingo. Ça roule, trop cool. J'ai quelques petites questions rapides. Une première très simple. Est-ce qu'il y a un réseau social un peu outsider du moment qui est en train de pousser Snap, Snapchat. Ah ouais, ok. Moi j'ai l'impression que c'était un peu justement old school. Il revient. Il fait son gros comeback. Okay. Donc en fait, on le voit assez rapidement. C'est les créateurs de contenu commencent à retourner sur la plateforme et pas juste une jeune audience, etc. Donc c'est en ce moment, ça a rien de se passer. Il y a beaucoup de créateurs qui invitent leur communauté à aller voir du contenu un peu plus raw sur Snap. Ils ont délaissé BeReal, alors que je pensais que BeReal allait être la plateforme pour les créateurs pour créer du lien et du vrai. En fait non, ils sont partis sur Snap. Parce que BeReal, ils sont tombés dans l'écueil qui les guettait au tournant, c'est qu'ils ont voulu monétiser et ça a complètement changé la dynamique de la plateforme. Et Snap rémunère très bien. Donc en plus de ça, si tu es créateur et que tu vas sur Snapchat, tu peux avoir un complément de revenu qui est intéressant. Donc, Et ils ont changé leur système de rémunération, est-ce qui fait que les gens retournent dessus ou c'était déjà comme ça? Bah ouais, en fait, ils l'ont ouvert à plus de personnes. C'était le move de TikTok il y a 1 an et demi aussi. Et non, ils ont... Notamment, là, ils sont en train de faire un truc dingue. Je pense que dans 1 an, on fera... des campagnes grand public sur Snapchat. Je vais les mettre sur Snapchat. Merci les gars. Let's go. On peut arrêter le podcast ici. Non, bah, très cool. Je m'attendais pas à ça, mais très top. Autre question. Comment être au courant des tendances le plus tôt possible sans passer 6 heures par jour sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram? En gros, la question c'est j'ai besoin de créer du contenu. Pour ma boîte, donc par exemple je peux prendre l'exemple de Moon, tu vois, avec Anatole qui est là, on essaie de faire justement des shorts et tous les machins. Si en gros on veut être dans la tendance et buzzer, comment on fait pour se dire ok c'est quoi les tendances de la semaine dernière? Est-ce que vous avez un système mis en place pour savoir lesquelles c'est, ou vous êtes vraiment juste tellement sur les réseaux sociaux que vous savez lesquelles c'est? En fait quand tu vois la tendance c'est trop tard. Donc en fait à partir du moment où tu vois une tendance qui pop, etc., en vrai, c'est un peu tard pour communiquer dessus. Tu n'auras plus la primeur de pouvoir avoir quelque chose qui te rend visible, etc. En particulier si tu n'es pas tous les jours sur le réseau. Ouais, mais aujourd'hui, les créateurs, même quand ils commencent à faire des trends, etc., souvent, ils vont s'inspirer des États-Unis ou d'ailleurs, etc. Donc souvent, c'est hyper compliqué. C'est ce que vous faites aussi? Vous regardez un peu ce qui se fait aux US pour anticiper? On regarde beaucoup dans les autres pays, voir un peu les tendances qui arrivent, etc. Où avant, il y avait un gap un peu plus important entre ce qui se faisait, par exemple, typiquement... les tendances des États-Unis arrivaient 6 mois après en France. Ouais. Maintenant, c'est en 2-3 semaines. Donc, c'est assez impressionnant. Là, il y a le Ace Bucket Challenge qui revient. Ok. Putain, j'aurais pas parié là-dessus. Ah merde, l'enfer. Voilà, donc la semaine prochaine, vous allez voir, il y en a un paquet qui vont arriver en France, je pense, c'est sûr. Et par contre, l'autre truc qui est important, c'est se connecter à ton audience et ta cible directe. Moi, je dis à tout le monde, allez au PMU si vous voulez avoir des infos et des trends fortes. En fait, c'est pas sur Internet que vous allez trouver l'info. Finalement, c'est plutôt sur le terrain. Et suivant, par exemple, la marque ou le projet que vous avez, en fait, allez à l'endroit où sont vos cibles, mais un endroit où ils vont parler, ils vont donner des ragots, etc. Et après, il va falloir qualifier l'information. Mais je prends toujours cet exemple-là. Un bon journaliste, il ne va pas aller sur Internet. Il va juste aller voir la première personne qui a eu l'info, etc., pour aller chercher des sujets chauds qui vont faire la différence. Mais après, peut-être une précision importante, c'est censé être des questions à réponse courte, mais nous, les tendances... c'est pas dire qu'il faut faire 3 mots. Hein, on n'y croit pas trop. C'est plutôt sur notre timing. Dans les précos qu'on fait aux marques, on leur recommande plutôt d'éviter de construire leur stratégie éditoriale là-dessus.
tu construis pas une stratégie éditoriale solide sur les tendances. Et au fond, alors ça peut te donner potentiellement une forme de pertinence culturelle, entre guillemets, ça montre que tu es connecté à ton écosystème et à ce qui est en train de se jouer, mais c'est pas sur des formats comme ça que tu vas créer de la préférence et de la mémorisation. Donc nous, Ou tu fais que ça, tu vois, comme un Leclerc Pont-l'Abbé ou un Aprizo qui en dit c'est ça notre ligne édito, Leclerc Pont-l'Abbé, c'est ouf. Mais c'est un choix, je pense que c'est un choix édito. Soit tu vas à fond et tu fais que ça et t'en fais ta signature, soit tu sors des tendances et tu t'amuses un peu. Ouais, pour l'anecdote, l'été dernier, j'avais un pote qui est venu, je vais souvent dans le Finistère et qui était venu dans le Finistère avec moi. Il m'a dit, mec, on peut aller au... Moi, je savais pas. Il dit, mec, on peut aller au Leclerc de Pont-l'Abbé. Et j'étais là, je fais, mais pourquoi et tout. Il dit, non, mais mec, tu connais pas, mais je suis trop fan du gars et tout. Et on a été au Leclerc de Pont-l'Abbé exprès pour qu'il y aille. Et il a cherché le gars et le gars était en congé. Mais c'est ouf, quoi. Donc je me suis dit, l'impact du truc, c'est fou, quoi. Dis-toi, c'est ma ville de naissance. Je suis né pas né au Leclerc, je suis né à Pont-l'Abbé. Super, je savais pas, mais je t'aime encore plus. Est-ce que ce serait pas un signe? T'en as pensé quoi de la ville? C'est un signe. Ouais, mais moi j'aime bien ce coin. C'est super. On en parlait en off avec Thomas aussi quand on prépare un petit peu le podcast Interverti. On parlait du mix entre l'organique et les ads sur les réseaux sociaux et en quoi les ads peuvent influencer positivement l'organique ou vice versa, ou est-ce qu'on peut survivre ou performer même avec que de l'organique. C'est quoi le bon mix des deux? Est-ce qu'on peut très bien faire l'un ou l'autre? Est-ce qu'on peut faire que de l'ads aussi et en fait pas se soucier de l'organique? C'est quoi votre vision là-dessus? Je pense que sur le sujet, c'est assez clair, c'est que si tu veux vivre uniquement avec de l'organique, il faut que tes contenus ils aient une énorme valeur ajoutée. C'est qu'il y a un truc qui doit se passer, etc. Et du coup, tu dois prendre des risques. Okay. Donc, toutes les marques ne peuvent pas le faire, mais aujourd'hui, les marques qui survivent uniquement grâce à l'organique, c'est parce qu'elles font des choix hyper culottés, ils ont une édito assez différenciante et ils ont fait le parti pris de pouvoir aller dans cette direction-là. D'ailleurs, c'est souvent par nécessité. Ouais. C'est, nous, les marques qu'on voit qui marchent très bien en organique, c'est souvent des petites marques qui n'ont pas les moyens de faire du paid et qui se disent en fait, on n'a pas d'autre choix que d'émerger via l'organique. Donc, effectivement, on va définir des stratégies qui sont assez fortes, assez marquées. On va prendre des risques, on va avoir des partis pris qui sont costauds. Ou alors, on est OK avec le fait de se dire qu'on va passer par une phase d'itération plus ou moins longue où on va tester des formats jusqu'à trouver le truc qui fonctionne. Mais effectivement, faut que ce soit voulu, quoi. Et c'est pas juste s'en donner les moyens. Sur le social media, ils font souvent un packaging différent, ils vont faire une trace de communication globale, même la façon de démarcher les rayons en GMS, etc. En fait, tout est pensé comme ça. Et en fait, c'est là que les marques réussissent à sortir. Et après, moi, j'ai une croyance, et on l'a tous, c'est genre si ton contenu performe en organique, il va surperformer en ads. Oui. Et en fait, on voit l'ads pas comme une béquille, mais plutôt comme un accélérateur de visibilité. Et en fait, si tu penses bien ton contenu dès le départ, il aura un potentiel et tu vas pouvoir faire des bonnes choses. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi avec l'AD, c'est que tu peux cibler. En fait, aujourd'hui, l'organique, c'est un peu la roulette russe. Tu vas créer un contenu et en fait, tu sais pas à qui va être montré. Donc, tu sais à qui tu l'adresses, mais tu sais pas comment est-ce qu'il sera reçu, quoi. Et du coup, ça te permet de recentrer des fois aussi un peu ton ciblage et derrière d'avoir des bonnes performances. Et quand Thomas disait on cherche le 1% d'engagement, en fait, on n'attend pas de faire 1% d'engagement que le contenu soit poussé en ads. Souvent, il est à plus de 1% quand on poste en organique et après, on va accélérer le truc, quoi. Ouais, complètement. Vous connaissez la marque Croissy-Fruits? Ça vous parle? Moi, je connais pas. Ouais, moi, c'est un gars pendant le confinement qui montrait des fruits un peu spécifiques, très exotiques, qui ont des goûts spéciaux et tout. On bosse avec lui. Et avant qu'on bosse avec lui, ce gars-là m'avait contacté, très très sympa. Et il cartonnait sur TikTok et tout. Okay. Et il faisait pas du tout de publicité. Et je lui ai dit, pourtant j'y connais pas grand chose aux réseaux sociaux, mais par contre je lui ai dit exactement ce que tu as dit. Je fais, tu prends parce qu'au début il me contactait, je savais pas qui c'était ce gars. Il me dit ouais, je fais plusieurs millions de vues sur les trucs. Et je fais waouh. Et je fais, tu prends tes 3 meilleures vidéos sur TikTok. Tu les sponsorises. Et tu les sponsorises, tu mets 500 balles sur chacune et tu verras ce que ça va donner. Ouais. Et c'est un peu passé, et il me rappelle genre un mois plus tard. Il fait ouais, désolé, je peux revenir vers toi, mais on est débordé. Je fais ok, tout. Fait, j'ai fait ce que t'as dit, on n'arrive plus à suivre les commandes et tout. C'est la folie, c'est un truc. J'ai acheté des noix de coco. Qui peut-être à cause de vous du coup. Ah bah voilà. Tu vois. Il y avait une promo, il y avait une cagette et bah voilà. Et bah écoute, j'espère que tu vas acheter des noix de coco. Et juste pour finir là-dessus, par contre, c'est sur les marques qui vivent que de l'ADS, il y en a, mais le problème de ça, c'est très dangereux, quoi. C'est dangereux parce que en fait, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est de se dire, ok, on arrive à le faire comme ça,
Mais à mon sens, c'est prendre le risque de se couper de l'opportunité de faire mieux. C'est-à-dire que tu n'es jamais confronté au fait que, au final, ce que tu diffuses, c'est un peu de la merde. Et pas complètement, parce que sinon ça marcherait pas moyen, du tout. Quoi. C'est moyen. Mais bon, t'es pas vraiment challengé sur ce truc-là parce que t'as pas de benchmark. Tu te dis, bon, bah, ça fonctionne, machin. Mais en fait, si ça se trouve, tu pourrais faire 20, 30, 50% de plus que ce que tu fais aujourd'hui si tu avais cette logique de te dire, je vais essayer de comprendre l'écosystème sur lequel je diffuse, je vais tester plein de choses jusqu'à trouver quelque chose qui performe en organique. Et derrière, j'aurai la conviction profonde que quand je mettrai un budget en ads, bah, ça va aller encore plus loin et encore plus fort que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et c'est un peu l'écueil dans lequel je trouve tombent les marques qui se sont construites sur de l'acquisition payante exclusivement. C'est qu'ils se remettent peu en question, quoi, et ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionne aussi bien que ça le pourrait? Bah, le seul moyen de le savoir, c'est de s'ouvrir un peu les chakras et tester des trucs, quoi. Très cool. Megaspeed, on en a parlé un peu aussi en off, juste très rapidement sur votre avis là-dessus. InstaShop, TikTok Shop, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez une vision sur les performances que ça peut donner en e-commerce, même si je sais que c'est pas votre spécialité particulière, mais je suis curieux. Notamment, vous avez passé un peu de temps chez TikTok, vous me disiez. Oui, tout à fait. Alors, moi, le social commerce, d'une manière générale, jusqu'ici, j'ai pas trouvé ça bluffant. Alors après, je sais qu'il y a des marques qui arrivent à faire des trucs très bien sur l'écosystème méta avec les catalogues, etc. Mais comme tu le disais, c'est pas notre expertise première. Par contre, assez récemment, j'ai entendu des échos de marques qui arrivaient à bien cartonner sur TikTok Shop. Pour le coup, on y était il y a 4, 5, 6 semaines, il y a un mois et demi. Et c'est une ambition qui est assumée. Genre, ils s'en cachent pas. Pourquoi? Parce que, comme il l'expliquait très bien, la plateforme s'est construite sur la recommandation. Et mine de rien, la recommandation, on sait que c'est un facteur ou un vecteur, entre guillemets, d'achat qui peut être assez fort, et il y a des marques qui arrivent à faire des trucs assez incroyables sur TikTok Shop. Après, on reste sur de l'achat, je pense, assez impulsif. Je suis pas sûr que des marques un peu premium, assez haut de gamme, arrivent à déclencher l'achat comme ça, coup de cœur, in-app, avec un billet à 100, 150, 200, 300 euros. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit envisageable, parce que tu as besoin d'éléments de réassurance. Il faut que le discours soit un peu plus construit, un peu plus étayé. Je vais pouvoir t'embaucher, c'est exactement ça. Ouais. et donc voilà, donc je pense que ça, c'est pertinent. C'est clairement un pari stratégique de la part de TikTok. C'est revendiqué, c'est assumé. Il y a plein de nouveautés produits qui vont sortir dans l'année sur la partie e-commerce. Après, je pense qu'il y a des typologies de marques qui s'y prêtent mieux que d'autres, quoi. Après, petit feeling perso, je trouve que niveau interface, ils ont fait quand même bien mieux que Meta. Et je trouve qu'ils ont vraiment mieux pensé l'UX et lui. Et je trouve que c'est intégré en natif, quoi. Enfin une plateforme qui y pense, quoi. Parce qu'en fait, souvent, je trouve que c'était un peu lancé en mode un peu à l'arrache, etc. Et là, quand on a vu la démo, on fait ah ok. C'est logique. Utilisateur sur Meta, je pense que c'est aussi ce qui fait que le truc prend pas, c'est que c'est galère. Et donc et là où TikTok, ils ont. C'est pas très ergonomique, quoi. Là, t'as le petit élément et tout, c'est cool. Non, c'est canon. Mais en effet, ils ont beaucoup communiqué dessus et ils collaborent de plus en plus aussi avec Shopify, donc c'est assez intéressant. Mes questions phares. Let's go. Je vais peut-être les réduire, mais en tout cas, on va en faire deux. La première, c'est: je suis une jeune marque de e-commerce, j'ai 0 budget, je suis tout seul, j'ai pas d'agence. Désolé les gars. C'est quoi les trucs que je dois faire sur les réseaux sociaux? C'est quoi les 3 étapes clés, ou quel réseau social je privilégie? Enfin, en gros, ce serait quoi votre mini stratégie là-dessus? Moi, je ferais le bourrin et je documenterais tout. Exactement. Beaucoup d'incarnation. C'est quoi, coucou, je démarre ma marque. Il faut mettre un challenge. En fait, il faut se dire mon objectif, c'est de vendre X produits et aidez-moi et suivez mon aventure. Documenter toute l'aventure. Et ça, c'est vraiment le truc important. On peut le faire face cam ou juste en voix off, mais je pense que c'est ça me donne envie de le faire. Putain. Et en fait, tu peux le faire à la fois sur YouTube Short, TikTok et Insta. La strat, elle va marcher partout. Et il y en a forcément un des 3 qui va péter. Et après, derrière, faire des stories, documenter tout, et être à fond là-dessus. En gros, dans ce cas de figure-là, t'as pas d'autre choix que d'être founder-led content. C'est la strat. Et en plus de ça, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça s'intègre aussi naturellement à ton quotidien. C'est-à-dire qu'au fond, tu vas continuer à faire ce que tu es censé faire pour développer ta boîte, tu vas juste le documenter, et tu peux même, en plus, dans ce type de contenu-là, te permettre d'être sur des montages qui sont très bruts. Tu n'es pas obligé d'être sur de la grosse production, etc. Même voir des fois de la vidéo face cam de « Putain, il faut que je vous raconte, il vient de m'arriver ce truc-là » et tu parles d'un rendez-vous qui s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Enfin, en fait, le storytelling, il est de fait intégré dans la stratégie de communication. Par contre, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut avoir une mission qui est hyper claire et des enjeux.
ce qui va donner envie aux gens de suivre, c'est est-ce qu'il y a de l'enjeu et je veux voir s'il va y arriver ou pas, quoi. Est-ce que vous recommanderiez à une marque un peu plus mature, qui fait déjà plusieurs millions d'euros, de faire ce genre de truc un peu juste un peu caméra, un peu planqué, genre par exemple vous bossez avec des boîtes qui ont des usines, j'imagine. Est-ce que vous leur conseillerez d'être en mode dans l'usine, filmer un peu à l'arrache? On l'a conseillé. Aujourd'hui, il n'y a aucune marque qui a voulu y aller. Je pense que c'est pour des réticences de trop montrer l'image. Exactement. Faut trouver la bonne personne qui est à l'aise avec ça aussi. Mais je pense que pour un lancement de nouveauté, c'est le bon moyen. Je pense qu'il y a un truc à faire, etc. Et on le voit, il y a des marques qui y vont à fond. Donc, ouais. Trop cool. Et du coup, la même question, mais pour une marque justement qui a un peu un budget illimité, ce serait quoi, genre la stratégie de bourrin, la télé, la machin, enfin comment vous feriez? Déjà, je pense que la principale truc, c'est créer une strate fil rouge qui est carrée, genre vraiment qui parle à la bonne cible, avec les bons contenus, créer du lien avec ton audience. Moi, j'aimais beaucoup ce que faisait Michel Augustin à l'époque, avec la bananeraie, etc. Je pense que j'inclurais vraiment le conso à fond dans l'expérience. Et en fait, je créerais des moments de vie faits pour créer du contenu. Genre, j'inviterais les consos. Si j'avais beaucoup d'argent, je ferais vraiment un truc focalisé là-dessus. Et après, en fait, je diffuserais de plus en plus. J'inclurais des influenceurs. C'est pour ça que souvent, quand les marques nous disent vous faites quoi avec X budget? X budget, en fait, pour nous, on fait la même chose. C'est juste qu'on met plus d'achats médias et plus d'influence. Et on le fait plus fort, quoi. Le postulat de base, il change pas trop. Je pense que ce que disait Ben, c'est effectivement être très clair sur à qui est-ce qu'on cherche à parler, avoir une stratégie avec des piliers. Alors, on parlait beaucoup de piliers il y a quelques années, aujourd'hui on parle plus de format, mais au fond, c'est tes grandes thématiques et comment tu les adresses. Se poser la question de savoir comment tu développes des formats signatures, parce qu'on le voit aujourd'hui. Ce qui est clé dans le fait qu'une marque émerge sur les réseaux, c'est sa capacité à développer un format qu'elle s'approprie vraiment et qui lui est associé. Ça ne veut pas dire en inventer un, ça peut être capitalisé sur des trucs qui existent déjà, mais comment est-ce que je fais pour me l'approprier, que l'intégration de la marque se fasse de manière hyper naturelle. Et effectivement, après, ça va être la capacité que tu as à pousser le curseur encore plus loin, que ce soit sur les expériences que tu vas faire vivre à tes consos, sur les influenceurs que tu vas mobiliser, comment tu les impliques encore plus dans le dispositif. Nous, les leviers, ils changeraient plutôt à ce niveau-là. Après, on est forcément très biaisé et très parti pris, mais c'est sûr que si ça peut permettre d'envisager d'aller sur d'autres canaux de communication tout en gardant une forme de cohérence globale, nous, c'est un peu le gros enjeu, les marques qui font et de la télé, et de la presse, et de la RP, et du social media. Le gros enjeu, c'est la cohérence globale de ces prises de parole-là et comment elles se répondent et elles capitalisent les unes sur les autres, quoi. C'est vraiment ça le sujet. Dans les stratégies que vous créez, j'imagine des fois vous devez prendre des risques, en mode se dire on va faire un pari sur un truc un peu nouveau, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que vous auriez un exemple d'un truc que vous avez fait, vraiment vous ne savez pas du tout où ça allait aller et le truc a explosé, ou vous avez eu des résultats hyper inattendus? J'ai un bon exemple, c'est pour la marque Luster, où en fait on devait mettre... C'est quoi comme marque? Luster, c'est des madeleines. Okay, madeleines longues, crêpes, goûters, comme ça, ciblage famille. Et en fait, on avait un enjeu, c'est comment on peut réussir à mettre en scène des vraies familles, des vraies audiences, etc. Et en fait, le client, on a dit, je veux montrer du vrai. Et en fait, on est parti sur la création de contenu où chaque mois, on va rencontrer une famille et on crée du contenu avec cette famille-là. Et c'est toute notre stratégie éditoriale, elle est basée là-dessus. Et en fait, on va montrer des enfants, on va faire des formats anecdotes, etc. Et en fait, le parti pris, c'était que en fait, le sujet principal, c'est pas la madeleine, c'est on découvre la famille. Et la madeleine, c'est le compagnon du quotidien qu'elle a dans les moments de vie, quoi. Et du coup, il y a du placement de produit un peu comme dans des films. La madeleine est posée un peu partout, etc. Et le compte est en train d'ultra performer. C'est là, c'est en ce moment-là. Ouais, c'est cool. Au moment où on enregistre cet épisode, il y a, je te parlais de nos indicateurs de performance interne et tout, il y a un format qui a super bien pris et parti pris hyper couillu. C'est une conversation entre deux enfants. Il n'y a pas d'adulte. C'est deux sœurs qui discutent. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une grande sœur, une petite sœur. Donc tu vois, c'est vraiment du small talk entre enfants autour d'une table où ils colorient et ils mangent des madeleines, quoi. C'est trop bien. Et ça a super bien marché. Et la ligne édito est très claire, ça fonctionne bien. Et par contre, là, c'était le challenge de l'agence, c'est comment on trouve des familles. Et ça, c'est notre un peu... et comment on arrive à garder ce côté authentique aussi sur des productions où tu t'invites quand même chez les gens, tu es dans leur quotidien. Enfin, les gamins, il faut qu'ils arrivent à faire abstraction de la caméra, parler comme si, entre guillemets, on n'était pas là. Enfin, tu vois, c'est un challenge. C'est génial. Je vais aller checker ça parce que ça a l'air assez drôle. Là, on arrive à ma phase. Vous allez me répondre oui, non ou merde ou Obi-Wan Kenobi, comme vous voulez. Je vais donner des phrases. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Expliquer rapidement aussi. On va essayer d'être sharp parce qu'on est en retard. Gérer en automatique ces réseaux sociaux avec des images générées par IA, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Non. Pourquoi?
Rapidement, pourquoi? Vas-y Ben, je te laisse répondre. En fait, ça me paraît évident que clairement tu crées aucun lien et je pense que les gens pensent que c'est un scam. Je pense que c'est sûr. Et du coup, j'avais la proposition d'après, c'était utiliser une égérie IA. Pourquoi pas, mais si elle est, c'est une marionnette et pas automatique, tu vois. S'il y a Pas vouloir faire croire que c'est un être humain, quoi. Ok. Genre, tu Le dire sais clairement. assumer, Je vous donne l'exemple, Harpy, le renard bleu sur TikTok, marionnette IA, très bien. Ok, très bien. Ouais, mais c'est plutôt en effet des. c'est une mascotte. Ouais, une mascotte. Ouais, Ouais, c'est une une mascotte. motion capture, quoi. Ok, ça marche. Mettre 40 hashtags sous ses posts sur Non. Insta. Non, Pourquoi? aucun intérêt. Ça sert à rien. Ça n'a jamais eu d'intérêt. Non. Mais même le CEO d'Instagram le dit, ça Et sert la flemme. Ça sert à rien. Ok. Ouais, la flemme. J'apprends plein de trucs avec vous, les gars. Prendre un profil premium dans le but de performer sur LinkedIn. Est-ce que de prendre un profil. Alors, je peux en parler. Vous bossez peut-être un peu moins avec LinkedIn Si on bosse dessus, et même à titre perso, on communique quand même beaucoup dessus. Le profil premium, ils te vendent soi-disant plus de visibilité. Moi, la fonctionnalité qui m'intéresse le plus, c'est voir qui a vu ton profil. Parce que là, pour le coup, sur de la prospection et des trucs comme ça peut être intéressant. Mais au fond, tu arrives à performer très bien. Si ton contenu il est bien pensé, tu n'as pas besoin d'un profil premium pour que ça marche. Ok, ça roule. Quitter Instagram pour TikTok. Pourquoi pas faire les deux? Je pense que la strat peut être identique sur les deux. En fait, je pense qu'on va parler de TikTok first dans pas longtemps et ça marchera très bien sur Insta. Ok. Putain, TikTok est un réseau qui rend teubé. Oui, c'est sûr, mais ça dépend. Ça dépend qui tu suis Ça aussi. dépend ce que tu suis, ce que tu regardes, Ouais. etc. Mais c'est sûr Non, que. par contre, là où ils sont très forts, c'est le côté immersif. Mm. Et donc, tunnel, tu prends 1 heure dans la vue, t'as rien vu passer, et ça fait 1 heure que tu es en train de scroller. Mais comme sur tous les réseaux, tu as un travail de curation à faire. Il y a des gens qui font des trucs très bien sur TikTok, c'est juste qui tu suis, quoi. Regardez le hashtag BookTok qui est hyper Et- bien. C'est recommandation de livres. Et comment parfait. t'éduques l'algo, en fait. Mm. Comment t'éduques l'algo pour qu'il te montre Mais des ça trucs. peut te rendre teubé, c'est sûr. Ça peut, ouais. Pinterest Ads est le meilleur retour sur investissement. Aucune idée. On maîtrise moins, mais j'ai entendu des gens raconter des trucs très bien. Je sais que Kudak en parle Ok. beaucoup, notamment sur des produits chers. Ok. Sur Du des meuble. produits, ouais, parce qu'en fait, je pense, je sais pas si la cible est plus âgée, mais tu as un côté très aspirationnel et quand tu t'es fait chier à créer ton mood board de je veux que mon salon il ressemble à ça et que tu as des produits qui te sont suggérés, tu es un peu tombé amoureux de la représentation que tu t'es fait de putain, dans 6 mois mon salon c'est ça, bah je pense que ouais, ça marche. Ok, très cool. Impossible de performer sur les réseaux sociaux sans payer. On en a déjà un peu parlé. Mais... Ouais, On a suffisamment de contre-exemples pour Ouais. dire que c'est pas vrai. Copier ce qui marche 48 heures après. Un peu trop tard. Ok, ça marche. Bon, on a fini cette partie-là et on va finir avec mes petites questions de la fin. Est-ce que vous auriez 3 marques qui cartonnent sur les réseaux sociaux en 2025 à me citer? Bah, moi, je les ai vus il y a pas longtemps. Alors, est-ce qu'ils cartonnent? Je sais pas, mais je les ai trouvés smart et je trouvais que Ou leur inspirants, approche était bonne. C'était Horace, les cosmétiques Ouais, pour ouais, hommes. ouais. On les a vus à un événement Meta parce qu'on a été chez TikTok et la semaine d'après, on était chez Meta. Enfin, chez Meta, un événement organisé par Meta. Et je trouvais que Marc, un des cofondateurs d'Horace, quand il parlait de leur strat social media, ça marchait plutôt très. Enfin, en tout cas, je trouvais ça hyper sensé. Je trouvais qu'ils avaient un peu les yeux au bon endroit, les bons réflexes. Donc, je dirais spontanément Horace. Tiens, j'ai du mal à trouver des marques Ça peut être chez vous aussi, hein, euh, qui sont dans le coup, tu vois. Ouais. Je pense que, je l'ai dit, le Ster, je pense qu'on est vraiment à la jeunesse d'un truc qui va très bien marcher. Et je reste même esprit, j'aime beaucoup ce qu'on fait pour Dossi. On a été du coup créer des contenus un peu comme on a fait avec les familles, mais avec les agriculteurs. Ouais. Et en fait, on a fait toute une strat. Donc c'est Glenn qui s'est beaucoup battu, Bagarré, beaucoup de pédagogie pour faire ça. Et je trouve que ça rend la marque tellement attachante. Je trouve qu'il y a un vrai lien et il n'y a aucune autre marque qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dossi qui peut aller faire parler des agriculteurs et je trouve ça génial. Trop bien. 3 techniques qui buzzent en ce moment. On va dire une chacune. Trop technique. Enfin, des trends, quoi. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les trends du moment? Ah. Bah, après, tu viens de le dire, les trends, elles passent très très vite. Mais... Je dirais un format. Si t'as dit Ice Bucket. Ouais, Ice Bucket. Mais non, mais je pense que le format Storytime, Ouais. je trouve qu'il est en train de vraiment bien C'est quoi exploser. Storytime? C'est justement expliquer ce que tu Ouais, fais. et typiquement la créatrice de contenu qui a eu l'award TikTok, Lalou. Je savais même pas qu'il y avait un award TikTok. Si, si. Incroyable. Et du coup, c'est son format signature, elle fait que ça. Et je trouve que quand c'est bien fait, ça marche bien.
à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais dans la lignée de ce truc-là et qui est peut-être plus accessible parce que ce format-là suppose d'être relativement à l'aise face à la caméra, il y a les voix off. Tu vois, tu documentes ton quotidien, tu prends des b-roll, tu shootes un peu toute la journée et après tu construis ton récit et ta narration. Et moi, j'en ai vu beaucoup passer. Je sais pas quelle sera la durée de vie du format, mais je trouve que pour des gens qui peuvent avoir des appréhensions à se mettre devant une caméra, ça rend la création de contenu et le storytelling plus accessible. Très cool. C'est quoi les 3 produits food qui cartonnent, dans le sens où vous travaillez avec beaucoup de marques food? Tu vois, c'est peut-être être les madeleines, mais est-ce qu'il y a des produits food, un peu des tendances, des trucs qui fonctionnent bien? Vous bossez avec Dossi, Cocotine, etc. Est-ce qu'il y a des trucs Moi, je vais te dire le végétarien. C'est cool. Ça rend d'exploser complètement. Toutes les marques, phénomène de société, quoi, toutes les marques s'y mettent, hein. Même des marques qui font de la viande, etc. Tout le monde converge vers ça. Moi, après, j'allais dire, j'ai pas de... Enfin, il y a plusieurs produits qui avaient ce truc-là, mais je pense que tout ce qui est visuellement attractif et satisfaisant. Si tu as quelque chose à montrer à l'image, t'as des points bonus dès le départ, tu vois. Je pense, je sais pas, je dis des conneries, mais Bubble Tea, Dalgona, c'est déjà peut-être un peu passé, mais qui ont ce point commun d'avoir quelque chose de très visuel. Je pense que si tu arrives à trouver un moyen de mettre en scène ton produit de façon assez impactante, tu gagnes des points et ça te facilite quand même pas mal. Je n'ai pas dit la prot. Je trouve que là, il y a vachement de marques de protéines, Pro, etc., qui sont développées. Toutes les marques l'ont fait. Les barres énergétiques et tout. Je l'ai vu pour le marathon de Paris. Là, la prot. Le complément alimentaire, d'une manière générale, marche assez bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça commence un peu peut-être à se saturer, mais oui. Si vous deviez lancer une marque de food avec un produit, ça serait quoi? C'est peut-être un peu la même question. Non, moi je sais pas, j'ai toujours cette idée de sauce pimentée qui me traîne dans un coin de la tête. Ah ouais. Ouais, je sais pas, je pense que en fait la sauce pimentée, t'as un terrain de jeu qui est incroyable. Tu peux imaginer des formats fous, tu peux faire des challenges, tu peux faire un branding qui tabasse, c'est cohérent par rapport à l'univers produit. Enfin, je trouve c'est simple, c'est pas compliqué à fabriquer. Je pense que ça se ship assez bien. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien dans ce style. C'est vrai que ça peut être marrant. Moi, je partirais dans un truc obscur, tu vois, mais un truc que je connais pas déjà, tu vois, mais tu vois, j'aime beaucoup la ricorée, etc. Et je partirais sur un truc un peu désuet et je le rendrais populaire. En fait, j'aime bien les trucs qui sont plus du tout tendance de grands-parents, etc. Donc je trouve un petit mélange de plantes, un peu comme du kombucha ou un truc du genre, et je partirais où le goût est infâme, mais du coup il y a des propriétés, il y a des choses à faire, et les gens quand ils boivent font une grimace. Je pense qu'il y a un truc à faire. Anatole, qui est ici présent, qui est notre vidéaste, avait aussi à un moment donné, tu avais l'idée de lancer aussi des conserves. Qui est un peu old school, mais en mode rendre stylé les conserves. Les conserves, certaines marques ont fait ça, hein, mais c'est aussi c'est marrant. J'aime bien vos idées. Je suis content de mes questions, bravo. Bravo à toi, Simon. Bravo à vos réponses. Bon, je me dis quand les réponses sont bien, c'est que les questions étaient bien. Exactement. Écoutez, on a fini, les gars. Ma dernière question, c'est si je devais inviter un responsable peut-être d'une marque de food que vous gérez actuellement pour venir dans ce podcast et raconter un petit peu le développement de sa marque. Idéalement, s'il y a du e-commerce, ça m'arrange, mais est-ce que vous avez quelqu'un en tête qui pourrait être intéressant? Moi, j'ai l'invité idéal. Du coup, c'est Alex de Chronodrive. Alexandre Cabi, qui est vraiment génial et je pense qu'il ferait un super invité. Il est passé par Flunch avant et je pense qu'il a plein de choses à raconter là-dessus. Et puis Chrono, c'est une marque, alors c'est pas de la food, c'est du retail, mais on en est quand même pas très loin, avec une identité qui est très forte, très assumée, qui bouscule son marché depuis longtemps. Et je pense qu'ils auraient des trucs intéressants à raconter. Ouais. Très cool. Et ma toute dernière question, il y en aura une petite avance, c'est parce que je me rends compte que je voulais pas poser, c'est est-ce que vous pouvez citer quelques marques avec lesquelles vous bossez pour un peu que les gens vous situent. Et après, c'est si on veut vous contacter sur les réseaux sociaux, on veut bosser avec vous, où est-ce qu'on vous retrouve? Yes. Pour les marques avec lesquelles on travaille, il y a des marques comme Dossi, on en a déjà un peu parlé. Il y a Muti, Pavé d'Affinois, Mordalis, Le Ster, j'ai peur d'en oublier, Fever Tree, le meilleur tonique. Trop cool. Vous avez marque de jeans Generous Jean, qu'on a signé récemment. Brescola, mais oui. J'ai mis un like et un commentaire, les gars, quand vous avez annoncé ça. Moi, j'étais trop fier. On était très fiers aussi. Non, mais trop bien. Je vois que vous êtes comme moi quand on me pose la question. Exactement. Alors qu'on a 30 clients, tu sais. T'as l'impression que t'en as pas, mais en fait, c'est juste que t'en as trop, entre guillemets, et que tu te dis comment je fais pour oublier personne. Ouais, exactement. Trop cool. Et du coup, pour vous retrouver, comment on fait? Écrivez-nous sur LinkedIn. C'est très simple, Thomas Tissot, Benjamin Roland, Glenn Vigourou, on est connectés, on est réactifs, c'est le plus simple. Ok, ça marche. Et puis Tire-Fesse, on rappelle, après ça sera écrit dans le podcast, donc ce sera facile. Mais écoutez, merci beaucoup les gars, c'était très cool. Merci à toi. On a
à peu près tenu le timing. On est quand même en retard évidemment, mais au moins on est dans, Et on les temps. s'excuse pour Mais ceux c'était qui top. nous attendent. J'ai dû zapper des questions, mais c'est pas grave. On fera un deuxième épisode l'année prochaine, comme Let's ça go. on verra comment ça évolue. Merci part pour sur une l'invitation. Merci les gars. Ouais, Ouais. merci beaucoup Ciao. Simon. Salut, Merci, ciao. ciao. Salut.